Merci Madame Fleury. Donc je vais essayer de vous parler de phénoménologie psychiatrique en essayant d'être clair. Pour que ce soit bien clair, on vous a distribué mon plan. Je ne vais pas tout utiliser dans ce plan, c'est plutôt un petit peu comme une sorte de partition. De temps en temps, je prends un truc, c'est pour ne pas oublier des choses qui peuvent être utiles. Et mon but, c'est surtout d'essayer de vous faire comprendre, de faire valoir, en fait, je ne sais pas si vous m'entendez au fond, si je parle suffisamment haut, mais de faire valoir ce qu'est la phénoménologie psychiatrique, quel est le sens de ce courant, qu'est-ce qu'elle a apporté à la psychiatrie européenne ou mondiale, mais surtout, en fait, en quoi elle crée une forme d'expérience, une attitude ou un style, quelque chose comme une atmosphère qui est favorable à l'éclosion de questions, et en particulier de questions par rapport à la psychiatrie, et aussi par rapport à la psychiatrie traditionnelle. Ça, c'est une première partie de mon exposé. On est obligé, dans ce sens-là, de passer par l'histoire un tout petit peu, parce que ça fait comprendre assez facilement l'originalité du courant. Et puis, d'essayer de voir dans quelle mesure c'est toujours actuel. C'est un courant qui a été quand même très inspirateur de courants que vous connaissez, donc, puisque Cynthia Fleury vient d'en parler, la psychothérapie institutionnelle, par exemple. L'antipsychiatrie aussi, c'est quelque chose que j'aimerais faire valoir. Et puis, qui est aujourd'hui non pas revenu à la mode. C'est un courant assez obscur qui fait qu'il a une influence assez minime dans la psychiatrie mondiale. Mais malgré tout, en particulier à la suite du centenaire de la parution de l'ouvrage de Karl Jaspers, une renommée qui grandit à nouveau, certainement parce qu'elle illustre assez clairement comment la psychiatrie et la philosophie peuvent s'éclairer mutuellement. Et je crois que ça, c'est ce qui, à mon avis, est pour moi le plus intéressant. C'est ce qui explique aussi sa fécondité et probablement aussi sa relative stérilité, dans la mesure où, si on passe par la phénoménologie et qu'on s'arrête à la phénoménologie, à dire vrai, on ne fait rien, et on reste surtout très inspiré par des lectures, etc. Mais le point principal, c'est que la phénoménologie, on peut faire autre chose avec, mais ce sera peut-être du registre de la psychanalyse, du registre de la psychothérapie institutionnelle ou de l'activité communautaire, ce sur quoi j'insisterai vers la fin, si j'y arrive. Alors, la première chose à comprendre, c'est la différence justement entre comprendre et expliquer. Souvent j'écris ces trucs, en fait je n'aime pas écrire des conférences. En général je commence à écrire, mais je trouve que c'est ennuyeux, parce que quand on écrit, on est tenté de lire. Et quand on lit, c'est plus vivant, c'est déjà mort. Donc il y a un défaut. Alors en général, je les écris dans le train, j'ai la chance d'habiter à Marseille. Souvent c'est vers Paris. Et je pense qu'il n'y a nulle part ailleurs, quelque part comme dans le train, moi je me sens libre de penser. Certainement parce que je suis porté comme un bébé dans les bras de sa mère, peut-être, et dans le paysage. Et cette manière de traverser le paysage, je pense que c'est une attitude qui est phénoménologique par essence. Certainement parce qu'elle ne se préoccupe plus de savoir si on est passif, actif, on est plutôt là, une sorte de spectateur un peu désintéressé du monde, et ça nous arrive, ça nous est donné. Et cette espèce de cadeau du monde en tant que tel, du monde aussi en tant que vivant, du monde de la nature, du rapport que l'on peut avoir entre soi et l'autre, soit le monde, soit et la nature, c'est le cas de la phénoménologie. Et c'est ce que j'espère essayer de faire passer comme idée, c'est que ce cœur de la phénoménologie, c'est dans la relation que ça se passe, c'est dans la rencontre. Et l'organe que nous donne la phénoménologie pour le comprendre, qui est un outil philosophique, finalement, c'est un organe philosophique, cet organe-là va nous permettre de le décrire avec des mots parfois savants,
C'est pour ça qu'il ne faut pas l'écrire auparavant, parce que sinon on est tenté d'écrire des tas de mots très compliqués, et ça devient presque incompréhensible. La phénoménologie a une mauvaise réputation à cause de ça. Vous aurez des mots comme transcendantal, Daseins-Analyse, etc., que personne ne comprend, que personne n'utilise, parce que c'est des mots de philosophes. Et peut-être que la philosophie, ça se fait surtout dans les actes, sur le terrain, et il faut essayer de le faire passer au-delà des mots, ou en tout cas en exprimant des choses plus claires, plus simples. Donc pour en revenir à cette idée de l'opposition comprendre et expliquer, il faut voir que c'est quelque chose de fondamental. Fondamental à plus de titres. Fondamental sur le plan de l'histoire des sciences, par exemple. C'est sur la base de comprendre et expliquer cette opposition que sont opposés de façon classique par un philosophe du 19e, qui s'appelait Dilthey, l'opposition classique entre les sciences de la nature et les sciences humaines. L'opposition classique entre les sciences de la nature et les sciences humaines, ça vient de la phénoménologie, au fond. Et c'est intéressant, parce qu'on voit déjà l'impact d'un point de vue épistémologique, d'un courant philosophique, ne serait-ce que dans la description des sciences. L'opposition entre les sciences de la nature, qui reposent sur des données mathématiques, des données mesurables, des données des sciences dures, etc. Puis, de l'autre côté, la compréhension qui, elle, repose sur la psychologie, sur une forme de compréhension que l'on partage tous, quasiment la psychologie populaire, qui fait que l'on se comprend mutuellement, etc. Et ça, c'est de l'ordre de la compréhension. Et toutes les sciences humaines, quelque part, vont se fonder sur ce registre de la compréhension. Donc cette opposition, au départ, celle qui a été faite par Dilthey, a été reprise ensuite directement par Karl Jaspers, et on peut faire remonter l'origine du courant phénoménologique à Karl Jaspers, dans un premier temps de la phénoménologie en tout cas. Alors Karl Jaspers, c'est quelqu'un qui, au départ, s'intéresse à la psychiatrie. Dans un temps, il est malade. C'est une personne qui a une maladie chronique qu'on lui découvre à 18 ans, et ça va influencer sa vie. En fait, il a une forme bénigne de mucoviscidose. Avec cette forme bénigne de mucoviscidose, il va d'ailleurs inventer quasiment le clapping, et il s'en sort tout seul, d'une certaine manière, et alors qu'on lui prédit 10 ans de vie à l'âge de 18 ans, il va vivre jusqu'à 70 ans à peu près. Donc, sans traitement, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui a appris comment on s'en sort. Et comment on s'en sort aussi par la pensée, par la philosophie et par une certaine compréhension de l'existence. Et ça, c'est une des premières fonctions de la philo, je pense, en médecine, en psychiatrie, c'est que ça questionne sur qu'est-ce que ça signifie l'existence. Et toute la vie de Karl Jaspers, ça va être ça, ça va être questionner l'existence. Alors tout le monde le connaît aussi parce qu'il a été le grand penseur après la guerre, en 1945, de la culpabilité allemande. Il est très connu au-delà de son influence en psychiatrie et en tant que philosophe surtout. Son influence en psychiatrie, elle est fondamentale. Il publie un livre qui s'appelle Psychopathologie générale, qui date de 1913. Et dans ce livre, il se sert de cette différence, expliquer, comprendre, et il se préoccupe surtout, non pas tant de faire un diagnostic sur la base des contenus, ce qui est habituellement l'usage en psychiatrie, mais plutôt, c'est-à-dire sur le fond, mais plutôt un diagnostic ou sur des questions de forme. Et donc il va isoler l'idée du symptôme en s'interrogeant sur les formes. Par exemple, l'hallucination. L'hallucination, c'est un exemple que je prendrai de temps en temps parce qu'il est tellement parlant, si on peut dire, que il fait voir des choses. Donc il s'intéresse bien plus donc, à la forme qu'au fond. Et s'intéressant à la forme, quant à la question du fond, il va aussi s'interroger sur la notion de vécu. Il a grandi et il a fait ses études à Heidelberg. Or, à Heidelberg, il y a une école de psychiatrie qui est issue de celle de Kraepelin.
Alors peut-être que vous avez entendu parler de Kraepelin, bien entendu. Kraepelin, c'est quand même l'inventeur des grandes nosographies qui nous sont toujours utiles, en tout cas la plupart des psychiatres normaux, enfin, des psychiatres. Et c'est Kraepelin qui a fait l'opposition, par exemple, entre la psychose maniaco-dépressive, la démence précoce, ce qu'on appellera la schizophrénie, la paranoïa, etc. Il a fait des catégories nosographiques très strictes, qui ne se mélangent pas, etc. Bon, le DSM, aujourd'hui, nos classifications, elles sont encore inspirées par ces classifications catégorielles de Kraepelin, et c'est pas forcément quelque chose de très bon pour les patients. Et ça le marque. Dans ses jeunes études de psychiatrie, il voit les disciples de Kraepelin à Heidelberg présenter, par exemple, ils font les présentations cliniques, comme on fait ça, et ils sont capables de dire, voilà, regardez cet homme, etc. Il jargonne, on ne comprend rien à ce qu'il raconte, il est en rayon, etc. Il y a des types de costumes comme ça qui présentent ce pauvre homme en rayon, et puis il dit, voilà, il ne comprend rien, et en plus, de plus en plus dans sa vie, il ne va plus rien comprendre du tout, et à la fin de sa vie, il sera complètement liquide, il sera totalement dément. C'est comme ça que ça évolue, on peut le voir maintenant, on sait comment ça va finir. Et pas du tout se questionner sur ce que vit la personne, et que l'on est en train de montrer comme ça, comme un objet de foi. Mais j'espère, peut-être ce d'autant plus qu'il est lui-même malade, mais il ne supporte pas ça. C'est quelque chose qui le heurte, et je pense que c'est en ce sens-là qu'il est peut-être intéressé par la phénoménologie, parce que la phénoménologie va le diriger vers autre chose, vers la compréhension, justement. Et qu'est-ce qu'il va chercher à comprendre? C'est très bien expliqué dans sa psychopathologie générale. Il va essayer de comprendre comment les vécus s'enchaînent les uns avec les autres. Il va montrer qu'au fond, on peut comprendre quelqu'un parce que ce qu'il vit nous est rendu compréhensible, parce que quand on se le représente, on peut faire un enchaînement qui est logique, qui se déduit. Par exemple, on comprend que quelqu'un puisse être jaloux quand il pense que sa compagne ou son époux regarde passer quelqu'un d'autre, puis a l'air de s'y intéresser, puis rentre un petit peu dans son intimité. On comprend que ça puisse le rendre jaloux, et puis on comprend aussi qu'il cherche des preuves. On comprend qu'il puisse se mettre à chercher des preuves et à voir des signes dans le comportement de son compagnon, de sa compagne, et puis devenir très jaloux et accumuler les preuves et ne plus avoir de doute, ainsi de suite. Au fond, l'enchaînement de ces vécus-là, il est pleinement compréhensible. On a tous vécu d'une certaine manière, plus ou moins, ou par transposition, ou parce qu'on a lu, ou parce que c'est des situations qui nous ont fait souffrir. C'est quelque chose que tout le monde peut comprendre sur la base de l'enchaînement des vécus. Et donc il va en gros dire que la fonction de la psychologie, c'est de décrire toutes ces formes symptomatiques et de comprendre comment elles peuvent s'enchaîner les unes par les autres. C'est ce qu'il appelle la psychologie génétique, c'est-à-dire qu'elles s'engendrent. C'est la genèse dans ce sens-là. Un vécu engendre un autre vécu, engendre un autre vécu, ainsi de suite. Et qu'en ce sens-là, d'ailleurs, le contenu, il ne sert pas à distinguer des formes pathologiques ou pas. Parce que finalement, la jalousie, comme on la comprend du début à la fin, lorsqu'on a affaire à un délirant jaloux, dans un délire de jalousie, on n'a pas les moyens, en se fiant sur la seule jalousie, pour comprendre en quoi il est délirant. Puisque finalement, il est comme nous, et on le comprend totalement. Donc la question qui se pose à ce moment-là, c'est ce qui fait qu'il est délirant, c'est pas le contenu, c'est la forme. Et cette forme, elle est caractérisée par le fait que ce délire est inébranlable, qu'il emporte une conviction totale, qu'il ne connaît pas le doute, etc. La façon de penser du phénoménologue, elle naît là. C'est-à-dire dans une sorte de réflexion en relation avec ce que l'on vit par rapport à ce que l'autre vit et nous raconte. Et cet effort de compréhension que l'on fait, on le fait en se représentant les vécus de l'autre. S'il y a parmi vous des gens intéressés par la philosophie pure, il y a une petite remarque à faire là-dessus. Parce que cette notion de représentation, qui est utilisée par
Jaspers, ce n'est pas le mot représentation, c'est pas le mot représentation qui est le mot que l'on pourrait retrouver chez Kant, etc. C'est le fait de rendre présent. C'est-à-dire le mot qu'il emploie, c'est Vergegenwärtigung. Et ce mot de représentation, rendre présent, en fait, il décrit la méthode. Et c'est cette méthode-là qui est phénoménologique. Ce que Jaspers a de phénoménologue, c'est cette méthode de rendre présent le vécu de l'autre en essayant de l'imaginer. On essaie de le mettre devant soi, devant les yeux, et de le regarder tel qu'il se présente. Vous me suivez, je ne sais pas, non? C'est pas... Quand c'est chiant, il faut m'interrompre. Et voilà, c'est destiné à être un dialogue, et ça a de fortes chances de se muer en monologue. Bon. Donc, on en est là. Jaspers décrit un petit peu comme le premier phénoménologue psychiatre, à la fois un philosophe et un psychiatre, qui influence le cours de la psychiatrie européenne et puis internationale par son bouquin sur la psychopathologie générale. Tout le monde parle de Jaspers, et tout le monde a son idée là-dessus. Et souvent, cette idée est un peu fausse. Oui. Excusez-moi, mais on parle de phénoménologie, alors comment on place Husserl? J'allais le dire. C'était dans la seconde qui allait venir. J'ai pas passé Husserl jusqu'à présent parce que j'ai parlé du psychiatre. Voilà. C'est-à-dire, il commence sa carrière quelque part comme jeune psychiatre. Et puis, on le nomme Jaspers a une chaire de psycho, et dévie à partir de la psychopathologie générale, si on peut dire, enfin dévier n'est pas le mot, il choisit la philosophie d'une certaine façon, et il deviendra très connu comme philosophe. À dire vrai, il va être inspiré par Weber, qui est à Heidelberg aussi, et par Husserl. Mais on est en 1912. Oui. Max Weber. Oui. Oui, Max. Et on est en 1912. Husserl, il publie des trucs depuis pas très très longtemps quand même. Et donc c'est un des premiers lecteurs, un premier lecteur intéressé de Husserl, etc. Et Husserl, à ce moment-là, il a essentiellement publié un bouquin qui s'appelle Les recherches logiques, puis un autre bouquin qui s'appelle Les idéales. Et Husserl, en fait, il s'en tient, Jaspers s'en tient au premier travail de Husserl. Et pour comprendre la suite, il faut comprendre à quoi Jaspers se tient et qu'est-ce que vont faire les autres après Jaspers. Et pour pouvoir le comprendre, il faut comprendre de quelle façon ils utilisent Husserl. Alors, utiliser n'est pas le mot, c'est mal vu en philosophe. Ils s'en inspirent. Ils s'en inspirent, voilà. Ils s'en inspirent. Ils s'en inspirent, et puis il a bien compris jusqu'aux recherches logiques, en fait. Les recherches logiques, elles décrivent la méthode phénoménologique. C'est comme ça que la phénoménologie démarre avec Husserl. C'est avec cette idée de la réduction. Husserl, au départ, c'est un mathématicien, c'est un logicien, et il est très critique d'emblée contre le positivisme ambiant. Il va être aussi assez critique par rapport à Kant. Il va être très... En fait, il va essayer de fonder la philosophie sur l'expérience. Et sur l'expérience pure. Donc il essaie d'inventer une méthode pour pouvoir, c'est un philosophe de la conscience aussi, pour pouvoir comprendre finalement qu'est-ce que c'est la conscience, comment ça fonctionne, mais surtout qu'est-ce que c'est, par exemple, comment ça se fait qu'on peut avoir une idée des choses dans nos têtes, je le traduis d'une façon assez triviale, alors que les choses sont à l'extérieur de nous. C'est pas qu'il y a une représentation de ces choses déjà dans nos têtes, c'est plutôt qu'il y a quelque chose comme une tension entre moi, mon ego, ma conscience, en tant que sujet, et puis ces objets que je rencontre dans le monde et qui se donnent à moi, vers lesquels je suis tendu. Il prend un exemple, après je viendrai à la réduction. Il prend un exemple assez simple sur la base de la musique. C'est un exemple qu'il reprend à Brentano, et en fait, quand on a par exemple conscience d'une mélodie, ce qui est aussi une conscience du temps, en fait on a à la fois la conscience des notes les unes après les autres, par exemple, et puis on a la conscience
la totalité de ces notes comme mélodie, et puis comme rythme, etc. Comme une forme, comme quelque chose qui est entier. Quand on a une conscience presque toujours un petit peu rétroactive et en même temps dissipatoire. Pour pouvoir penser ça, il faut essayer de se rapprocher de l'expérience sans se faire d'idées préconçues dessus, sans penser qu'il y a des représentations de la musique dans la tête, sans penser qu'il y a une représentation des objets qui nous permettait d'avoir la connaissance de ces objets dans notre tête, une représentation du temps et de l'espace dans notre tête, et ainsi de suite. Il faut comprendre qu'en fait tout ça naît en même temps. Et pour pouvoir le comprendre, il faut mettre de côté tout ce que l'on croit savoir sur le monde. Et ça, c'est la réduction. C'est la suspension, la mise entre parenthèses de toutes les théories philosophiques, psychologiques, scientifiques que nous pourrions avoir sur le monde. Une fois que ces théories sont mises entre parenthèses, on peut accéder à la chose elle-même. Et donc le leitmotiv du phénoménologue, son credo, son mot d'ordre, c'est, selon Husserl, le retour aux choses elles-mêmes. Et en parlant de ce retour aux choses elles-mêmes, il invente quelque part une philosophie de l'expérience. Et c'est cette philosophie de l'expérience vécue, d'une compréhension de l'enchaînement des vécus, que Jaspers va faire référence en pratiquant la réduction phénoménologique. Donc il s'en inspire, et c'est assez clair. En plus, quand on met comme ça entre parenthèses, par exemple la théorie qui fait que toutes les choses que l'on observe dans le monde sont réelles. C'est une théorie, au fond, c'est une théorie parmi d'autres. On peut suspendre ça, et on peut faire varier les choses pour essayer de voir jusqu'où tout ça peut varier. Donc on peut se raconter des tas d'histoires, on peut les faire varier. Il y a, par exemple, je voudrais savoir ce que c'est qu'un citron. Il y a un très beau cours sur le citron sur le site de l'INA fait par Merleau-Ponty. Je ne vais pas faire aussi bien, mais pour prendre l'exemple du citron, vous pouvez essayer de vous représenter ce que c'est qu'un citron, et puis dans votre tête, pensez qu'un citron c'est quelque chose qui a du goût, etc. Puis c'est une forme ronde. Ah oui, mais alors c'est pas rond comme une pomme de terre, c'est rond plutôt comme c'est une forme un petit peu oblongue, etc. Et puis ça a un goût, et puis c'est aussi une couleur, et puis jaune, et puis c'est aussi une texture de la peau, et puis le zeste du citron, c'est aussi dans le Schweppes, etc. C'est un goût que vous appréciez, et puis c'est acide, et puis etc. Il y a des tas de traits comme ça caractéristiques, et en énumérant finalement tout à quoi ça pourrait ressembler et à quoi ça ne ressemble pas, vous isolez des invariants, et ces invariants c'est les essences, et donc cette réduction-là, qu'on peut faire quand on fait la réduction phénoménologique, il appelle ça la réduction édétique. C'est un gros mot pour dire on fait varier les essences, c'est les invariants. Et à ce moment-là, on peut repérer les traits caractéristiques, des types. C'est le point commun, quelque part, qu'il va chercher chez Max Weber et chez Husserl. C'est cette idée d'un idéal type. C'est cette idée d'une typologie. C'est cette idée de quelque chose d'essentiel à une forme. Et derrière ces invariants propres à une forme, on peut repérer à ce moment-là quelque chose qui est constitutif des symptômes, constitutif de certains diagnostics, etc. Il y a un psychiatre parisien, spécialiste de l'histoire de la psychiatrie, qui s'est énormément inspiré de cette pensée-là, c'est Georges Lantéry-Laura, qui a repensé quelque part toute notre nosologie et la façon dont elle s'est construite à partir de cette réduction édétique. Enfin, je schématise rapidement, mais j'ai une pensée pour lui, qui était un ami. Et bon, donc réduction phénoménologique, réduction édétique. Et ce que va dire Jaspers, c'est que lui, jusque-là, Husserl, il comprend, mais après, il ne comprendra plus rien. Et en gros, ça ne l'intéresse pas. C'est pas sûr que ce soit possible, en plus, ce que va faire Husserl par la suite, etc. Il pousse la réduction trop loin. En fait, il est assez critique de là où la phénoménologie va mener Husserl. Et donc, il ne va pas plus loin, c'est un choix, et il se concentre à décrire cette différence entre comprendre et expliquer, etc.
Mais déjà, c'est très enrichissant pour la psychiatrie. Vous voyez qu'on est obligé, quand on parle de psychiatrie phénoménologique, tout le temps à faire une sorte d'aller-retour entre les données de la clinique psychiatrique telles qu'elles se forment et les données de la philosophie telles qu'elles naissent à partir de l'expérience des choses. Et en fait, cet aller-retour va être constant. Tant qu'on est dans cet aller-retour, on reste assez phénoménologue, psychiatre phénoménologue. Dès qu'on se fixe quelque part, c'est foutu. La réduction, en tant que méthode, c'est un effort. Sans arrêt, ça résiste. C'est-à-dire que vous mettez de côté une théorie, puis il y a une autre théorie qui apparaît. Vous êtes tout le temps encombré par des théories. On est tous tout le temps encombrés par des théories. Et ce travail permet de déconstruire, parce que ça résiste, et parce qu'on prend conscience de ces théories aussi, parce qu'elles résistent, de déconstruire tout le temps l'expérience et de voir en quoi elle est construite par des théories. Cette construction, c'est un des premiers constructivistes, Husserl, finalement. En tout cas, c'est l'ancêtre, d'une certaine manière, des constructivistes. On peut le voir comme ça. Jasper s'isole un autre truc. C'est très intéressant. Par exemple, à partir de cette notion qu'un vécu est un autre et que c'est compréhensible, il va montrer que beaucoup de troubles psychiatriques se complètent comme ça par déduction, parce qu'à partir d'une personnalité se développent des formes pathologiques. Cette idée du développement de la personnalité, c'est assez, par exemple, caractéristique dans les délires paranoïaques, où on voit bien qu'en fin de compte, il reste compréhensible du début à la fin, parce que le sujet développe sa jalousie, se cristallise autour de sa jalousie, qui se développe comme une tumeur, il commence à chercher des preuves, etc. Mais c'est vrai pour tous les délires paranoïaques. C'est très clair, puis ça sera bien développé par le Kretschmer à propos de son délire des sensitifs, etc. Et puis il y a des troubles, il y a des pathologies qui résistent à la compréhension. Et ces pathologies qui résistent à la compréhension, qui sont marquées par l'incompréhensibilité, comme on peut le voir par exemple dans la démence précoce qu'a décrit Kraepelin, l'incompréhensibilité, elle mérite à elle seule un questionnement. Pourquoi ? Parce que c'est qu'en général, lorsqu'il y a une rupture de la continuité des vécus, un moment où on ne comprend pas, c'est à ce moment-là qu'on cherche une explication. Et cette dialectique entre la compréhension et l'explication, elle est d'autant plus importante en psychiatrie que finalement, souvent on comble les chaînons qui manquent dans la chaîne de la compréhension par des explications. Par exemple, si j'ai fait... pardon, de me donner... Par mes yeux, j'ai vu le rouge. Taisez-vous. Ronde que de pelle. Vous voyez la structure de ma mâchoire. Qu'est-ce que vous ressentez? D'abord, vous ne comprenez rien. En général, je fais le cours aux études en médecine. C'est comme ça que je fais le cours. Je fais le singe. Par exemple, je fais des barrages. Je leur fais vivre la clinique d'une certaine manière en faisant le clown. C'est pas très gentil de dire ça. C'est plutôt que j'essaie de les mettre en condition, en me mettant moi-même en condition, en essayant de me représenter ce que ça peut vouloir dire, cette rupture de l'enchaînement des vécus. Et de quelle façon c'est perçu? De quelle façon c'est perçu dans un moment où le patient de Kraepelin, par exemple, finit dans la jargonaphasie, etc. Bon. Qu'est-ce qui pouvait être perçu? Qu'est-ce qui est perçu par autrui? Qu'est-ce qu'il peut percevoir lui-même? Une bonne façon, c'est le jeu de rôle pour pouvoir comprendre ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Et dans ce moment-là, ce qu'on ressent, c'est une grande bizarrerie, par exemple. La bizarrerie et l'incompréhensibilité, c'est lié par essence. On s'attend à quelque chose, et puis hop, survient quelque chose à quoi on ne s'attend pas, et vis-à-vis de quoi on n'a aucune raison
aucun motif, c'est hors du sens commun, ça trouble. Ça trouble dans la relation intersubjective. C'est à ce moment-là qu'on cherche des explications. Ça doit être une maladie du cerveau. C'est peut-être des hallucinations. C'est peut-être une désorganisation. C'est peut-être un trouble cognitif. On va lui faire des radios. Combien de fois les parents nous ont demandé, nous psychiatres, de faire des examens pour savoir ce qui se passe dans la tête, dans le cerveau, etc. Ce sont des moments où, en fait, quand il y a une faille dans le chaînon de la compréhension, on va chercher des explications. Remarquez qu'on peut en chercher des explications aussi du côté psychanalytique, et que c'est du pareil au même. Et que du côté psychanalytique, on va pouvoir aussi essayer de chercher dans l'inconscient, ainsi de suite. Ça, c'est ce que dit Jaspers. Il rapporte toutes ces théories, justement, des théories mythologiques. À propos des théories du cerveau, il parlera de mythologie cérébrale. Mais il y a aussi des mythologies psychologiques, psychanalytiques, etc. Si par exemple, vous écoutez ça et que vous pensez tout de suite qu'il est fort clos, conclusion du nom du Père, etc., s'il y a des lacaniens parmi vous, ben, il y a des lacaniens parmi vous, peut-être, ou en tout cas qui ne sont peut-être pas parmi vous, mais il y a des lacaniens quand même qui pensent que la conclusion du nom du Père, c'est comme une structure, etc. C'est foutu, c'est-à-dire, c'est pareil que Kremlin. Et ça questionne. Parce que finalement, on pose donc des explications quand fait défaut le chef de la compréhension. Et c'est là où Jaspers c'est très très malin. C'est qu'il dit qu'en fait, il ne faut pas prendre position par rapport à ces mythologies. Il faut rester dans la réduction, ne pas poser de théorie explicative, et constater qu'en fait, il y a un processus psychopathologique, c'est comme ça qu'il l'appelle. Quelque chose désorganise la pensée, quelque chose désorganise le lien intentionnel entre moi et autrui, etc. On ne sait pas ce que c'est. Mais ça est, d'une certaine façon. Il y a un processus. Et la manière dont ce processus existe reste problématique, il n'apporte pas de réponse. Et ça, c'est très intéressant, c'est ouvert. C'est ouvert. Et donc, toute la dialectique entre la compréhension et l'explication, par le biais de ce processus, là aussi, si vous êtes curieux, si vous avez envie de faire des recherches, il y a un article exceptionnel qui a été écrit par Georges Lanteri-Laura sur la notion de processus chez Jaspers. C'est celui dont je m'inspire. Voilà pour Jaspers. En France en particulier, beaucoup de gens du côté de la psychanalyse pensent qu'en fait, Jaspers s'en est tenu à cette idée de la compréhension psychologique, qui n'est pas différente, ou guère différente de la psychologie populaire, et qu'en fait de compte, ça, l'analyse le met par terre, la psychanalyse gardez-vous de comprendre, disait Lacan. Il faisait référence à Jaspers qui cherchait à critiquer. Et c'est tout à fait vrai. Mais c'est peut-être pas tout à fait Jaspers quand même. En tout cas, c'est certainement pas le courant de la phénoménologie qui a suivi Jaspers. Et là, il y a une petite fracture entre épistémologiques, on pourrait dire, entre ceux qui sont restés inspirés par Jaspers et puis ceux qui ont suivi Jaspers à la suite de Binswanger en particulier. Et donc, dans cette deuxième partie du cours, je vais vous parler de Binswanger, un tout petit peu. La psychopathologie de Jaspers, c'est 1913. Les premiers textes de Binswanger, important, c'est à partir de 1922, etc. Il y a un moment assez central où il y a un premier congrès de phénoménologie psychiatrique dans les années 22, dans mon souvenir, où se réunissent Binswanger, Minkowski, von Gebsattel, enfin, il y a plusieurs auteurs comme ça de la phénoménologie psychiatrique, des auteurs fondateurs de ce courant, qui se réunissent, et Binswanger, à ce moment-là, est très inspiré par Husserl lui aussi. Il s'était aussi inspiré de Jaspers, etc. Mais il apporte vraiment une volonté neuve qui est d'essayer de comprendre les fondements de l'expérience psychiatrique. Son but, c'est de montrer comment ça se
produit quand on fait de la psychiatrie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette expérience qui conduit à un diagnostic, etc. Et de ce point de vue, d'un point de vue épistémologique, il est tout de suite très juste philosophiquement. Ça s'explique un peu par sa biographie, parce qu'il est très juste aussi sur le plan psychiatrique. Ça s'explique par sa biographie, parce que c'est le fils, petit-fils, neveu de Binswanger célèbre, déjà, dont Binswanger, neurologue, organiciste, qui a décrit une forme de démence, etc. Enfin, c'est un homme qui naît dans une clinique. Et donc, il va côtoyer des malades mentaux depuis qu'il est petit. Et des malades mentaux et des psychiatres, etc. Puis en plus, c'est une clinique, c'est un peu l'équivalent de la Borde en France dans les années 70, où il y avait Godard, où il y avait Deleuze, Guattari, etc., qui se réunissaient et qui allaient y vivre, etc. Ben, cette clinique-là, en Suisse, c'est la clinique des parents de Binswanger. C'est la première clinique, par exemple, dans laquelle on fait de la psychanalyse, en Suisse. C'est une clinique qui est inspirée aussi par Jung, c'est pas très loin. C'est une clinique dans laquelle il y a des artistes, des historiens de l'art. Oui. Et donc il y a une effervescence intellectuelle, et comme il tombe dedans quand il est petit, un peu comme Obélix, ce sera le premier Obélix de ma discussion. Il y aura un deuxième Obélix qui viendra. C'est par sa biographie, sa famille. Et il comprend beaucoup de choses, et puis il a une connaissance de la philosophie, une culture extraordinaire. Enfin, il s'intéresse à la psychanalyse, il correspond avec Freud très régulièrement, il se considère un peu comme un disciple de Freud. C'est quelque part certaines notions sur la corporéité sont rapportées à la psychanalyse via Binswanger, etc. Il y a des échanges très intéressants. Bon, c'est quelqu'un qui est dans une sorte de carrefour entre la psychanalyse et la phénoménologie dès le départ. Contrairement à Jaspers, qui était un adversaire de la psychanalyse. Alors je fais encore une parenthèse. Beaucoup de phénoménologues vont être des adversaires de la psychanalyse. Et ils vont se cramponner à cette résistance à la psychanalyse. À la suite de Jaspers, mais aussi à la suite de Minkowski, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et ce seront souvent des psychiatres phénoménologues en milieu universitaire. Dans les années 60-70, la psychopathologie phénoménologique était une façon de faire de la psychopathologie, donc d'être quand même un intellectuel, sans toucher à la psychanalyse en milieu universitaire pour rester dans une pensée assez traditionnelle et plutôt conformiste. Donc, il faut reconnaître que la phénoménologie n'a pas qu'été couverture. Elle a parfois été aussi une voie vers une forme de fermeture. Bon. Ça, c'est la fin de la parenthèse. Je me suis permis de donner mon opinion brièvement. Mais je pense que c'est important parce que la psychopathologie phénoménologique, comprise comme ça, elle n'est plus véritablement dans sa méthode. C'est une sorte de savoir universitaire parmi d'autres. Et celui-là, il faut être fondamentalement contre si on veut rester dans la méthode phénoménologique. Binswanger, donc. Binswanger, il reprend Husserl, la méthode de la réduction, les analyses très subtiles du corps, de la conscience qu'on trouve chez Husserl, et il reprend aussi Jaspers, il reprend Dilthey, il reprend des tas de... Et il va s'intéresser, par exemple, dans sa première partie de sa vie, à l'histoire intérieure et à la biographie. Il va s'intéresser au temps vécu, à l'expérience que l'on fait de la continuité du vivre comme quelque chose qui peut être vécu de l'intérieur. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va un petit peu au-delà de la compréhension psychologique. C'est-à-dire la continuité du vivre de l'intérieur, ainsi de suite, même quand elle est brisée par la maladie, il y a encore des choses qui continuent, etc. Il n'y a pas que des ruptures, il y a quelque chose d'un rapport entre la répétition du même et puis la création de nouveau, l'altérité, l'altération, etc. Et ça intéresse Binswanger. Ce qui l'intéresse, c'est que c'est à la fois une continuité et une rupture possible dans la continuité des vécus intérieurs. Et il travaille là-dessus, il produit quelques très beaux textes, très philosophiques.
sur les fondements de l'expérience psychiatrique. Et puis, en 1927, paraîtra Être et temps de Heidegger. Et là, tout va changer pour lui. Dans cette première période de Binswanger, husserlienne, il va, contrairement à Jaspers, s'intéresser à la phénoménologie transcendantale. Je suis obligé pour une fois d'employer ce mot compliqué, ou la phénoménologie constitutive, etc. C'est quoi? C'est en fait essayer de comprendre que la connaissance du monde, la conscience, la façon dont les choses se donnent à nous, et dont nous sommes tendus vers elles, d'un point de vue intentionnel, toute cette façon dont on se réapproprie le monde pour pouvoir lui donner du sens, ben, tout ça c'est le résultat d'une activité de l'ego conscience. En fait, Sartre disait par exemple toute conscience est conscience de quelque chose. Ben, cette conscience de quelque chose, elle est structurée par des vécus conscients, mais il y a aussi à la base des sortes de vécus passifs qui contribuent à ce sens. Par exemple, vous ne pensez certainement pas en ce moment, sauf si vous êtes fatigué à votre corps. Mais comme, en vérité, l'exemple ne fonctionne pas très bien parce que vous n'avez pas trop l'air mal assis. Mais quand on est mal assis dans un amphithéâtre, ceux de la règle de la Timone sont particulièrement rudes. Quand on est mal assis, on sent ses fesses, etc. On commence à tendine, etc. On pense quand même à la conférence. Quand même, il y a d'autres choses qui apparaissent, etc. Et en fait, tous ces trucs-là que l'on thématise parce qu'ils posent problème, nous révèlent des choses qu'on n'a pas l'habitude de thématiser et qui sont pourtant constitutives de notre corps, de l'espace dans lequel on vit, de toutes ces choses dont on n'a pas conscience en réfléchissant, mais qui sont quand même en deçà de l'ego, constitutives de la conscience que nous avons à la fois d'être un ego, d'un monde, etc. Ben, l'activité transcendantale, c'est ça. C'est toutes ces synthèses passives, ces synthèses actives, ce qui fait que la perception, le mouvement, etc. sont liés ensemble de façon intime, que l'espace et le temps se produisent ensemble, en fait, et que c'est comme ça qu'on produit du sens. La plupart du temps sans le savoir, sans réfléchir. Ben ça, c'est la réduction transcendantale. On arrive à cette réduction quand on arrive à mettre entre parenthèses toutes les théories que nous faisons, y compris celle de l'existence du monde. C'est pas qu'on n'y croit plus, c'est qu'on met ça de côté un instant, et puis que l'on voit simplement ce qui se produit, ce qui nous arrive. De quelle façon nos vécus ont une dimension synthétique, unitaire, parce que toutes ces synthèses se font en même temps. Par exemple, la perception d'une chose, on a par exemple ce stylo. Pour pouvoir décrire la façon dont ce stylo apparaît à ma conscience, déjà, ne serait-ce que pour savoir par quelle voie je vais le décrire, il y a celle de la perception, il y a celle de l'histoire, il y a celle de l'outil, dans un contexte de renvoi, d'écrire, etc. Il y a celle de sa forme, il y a celle de sa couleur, il y a la perception qui fait que je n'ai pas besoin d'en faire tout le tour pour deviner que c'est un stylo, etc. Il y a une sorte de perspectivité, etc. Tout ça, c'est des synthèses passives, c'est des choses qu'on fait automatiquement, sans le savoir, et qui constituent l'ensemble de notre expérience en tant que nous sommes toujours déjà avec le sentiment d'être en soi, d'être un ego. Et toujours déjà, on a le sentiment que le monde qui nous apparaît a une structure, etc. Et on n'imagine pas que tout ça puisse s'effondrer. C'est garanti, c'est une sorte de sécurité. Mais ce que va mettre au jour la phénoménologie psychiatrique, c'est la façon dont ça peut s'effondrer. Et comment, quand ça s'effondre, ça produit justement des symptômes psychiatriques. Et comment cet effondrement, qui caractérise la perte du contact vital avec la réalité, ce qu'a décrit Minkowski à propos de la schizophrénie, la perte de l'évidence naturelle, ce qu'a décrit le phénoménologue Blankenburg dans un sens un petit peu comparable, mais d'une façon très juste sur le plan philosophique, à partir du récit de ses patientes, Anne, tout ce qu'on décrit là, ce qu'a décrit Conrad, quand la psychose débute, et que, hop, le sens comme ça éclate de partout, et qu'on a le sentiment d'une fin du monde. Comment se fait-il, pour vous donner un exemple, que ce soit si fréquent de rencontrer des gens qui, quand ils sont touchés par la psychose pour la première fois brutalement, annoncent la fin du monde, ou vivent la fin du monde, comme une sorte de cataclysme, de catastrophe, etc. Une sorte
prophète, etc. C'est l'événement catastrophique du monde. Et c'est tout le sens du monde qui s'effondre. Mais pour que ça soit possible, il faut qu'il y ait justement toute cette activité de synthèse passive qui s'effondre. Et c'est ce que décrit Conrad, etc., ce qui sera repris par Blankenburg, etc., dans le déclenchement de la psychose. La manière dont une psychose se déclenche, s'il y a du sens qui vient partout comme ça, etc., si le monde vous fait pression comme ça, c'est parce que vous n'avez pas simplement plus rien pour vous défendre, c'est parce qu'en fait, tout ce qui était l'horizon de certitude dans lequel nous avançons tous habituellement dans le sens commun, ben, tout ça s'effondre d'un coup. C'est difficile à se représenter. On comprend que ce soit incompréhensible, ineffable, difficile à décrire, impénétrable, etc. C'est parfois indicible. On a l'impression que tout ce qui est la part de mort dans l'âme, la part d'angoisse de mort, d'angoisse de perte de sens, c'est ce qui se produit quand la psychose débute. Et c'est certainement parce que des tas de gens ont vécu ça à peu près d'une même manière que c'est entré dans la culture. Et que une des façons, je pense en particulier ici en étant à l'Hôtel-Dieu à Grivois, qui le décrivait remarquablement bien, la centralité, le tourne comme ça, qui se concentre autour de la personne dont le sens commun est en train de s'effondrer, c'est en fait une défaillance de ces synthèses passives. Vous me suivez? Oui, répétez le nom, Conrad. Conrad. Oui, Conrad, comme l'auteur de romans. Klaus Conrad et pas Joseph. C'est un psychiatre. Oui, c'est un psychiatre. Et voilà, c'est cet effondrement. Et cet effondrement, il y a des gens qui ont l'air, justement, voilà le deuxième Obélix, d'être toujours tombés dedans. Depuis qu'ils sont petits, ils vivent le monde comme étant un peu étrange. Et de ce fait-là, ils sont très accessibles, très proches de la philosophie. Et ça sera quelque chose qui sera à questionner. De quelle façon on peut tomber comme ça dans la réduction phénoménologique ou dans la réduction transcendantale quand on est petit, parce qu'on connaît d'une certaine manière le spectre de la psychose. Ça aussi, ça sera très théorisé par Blankenburg et puis par Tatossian, dont j'étais l'élève à Marseille. Blankenburg et Tatossian, c'était deux alter ego d'une certaine façon. Tatossian avait écrit des articles sur cette comparaison entre la réduction phénoménologique que vivent les philosophes, qui essaient de faire avec effort les philosophes, et puis l'effondrement de la psychose. Il a écrit un article comme ça en 1964, dans une revue que personne ne lisait, qui s'appelait la revue du Sud-Est et de l'étang de Berre. Bon, personne ne l'a lu, les gens qui étaient là, il y avait le compte rendu des gens qui étaient là, qui disaient, ils ne comprenaient pas trop de quoi il parlait. Blankenburg, lui, à peu près, pas longtemps après, c'est les premiers travaux de Blankenburg là-dessus, c'est en 69, etc., ils avaient le même âge à peu près. Ils ont pensé la même chose à des moments différents sans se connaître. C'était intéressant. Bon. Donc, là, je suis en train de me perdre un tout petit peu et de vous perdre. Mais je vous ai parlé de cette différence qui existe. C'est ce que je voulais dire entre Jaspers et la suite. Je pense que je vous l'ai fait vivre. Dans la façon dont Jaspers comprenait la psychopathologie, tout restait compréhensible. Et puis quand on était face au processus, on avait beau chercher une explication, on ne trouvait pas, ça révélait le mystère. C'est peut-être pour ça ensuite qu'il est devenu philosophe, parce que ce qui l'intéressait, c'était surtout le mystère. Et les systèmes du monde dans lesquels le mystère fait ce produit. Mais si on est psychiatre, si on a envie quand même de rencontrer les gens, quand on est face à quelqu'un d'incompréhensible, qu'on a envie de creuser ce sentiment, par exemple, que l'on a de bizarrerie, etc., quand on est confronté à quelqu'un qui vit dans la schizophrénie. J'ai tenté que ça existe. Mais bon, on en est à ce stade où on va dire que ça existe. Et si on veut comprendre, on est obligé de reculer, de repousser plutôt, les limites de la compréhension. Et en fait,
le vrai courant de la psychiatrie phénoménologique, ça va être après Jaspers, post-jaspersien, tous ceux qui, à la suite de Binswanger, vont essayer de repousser les limites de la compréhension. Pas en mettant des chaînons manquants, mais en essayant d'approfondir sur un plan philosophique ce qui se passe quand quelqu'un perd les pédales. Ce qui se passe quand quelqu'un s'effondre comme ça mentalement, etc. Et pour pouvoir le comprendre, on est obligé à ce moment-là d'avoir recours à la philosophie transcendantale, c'est-à-dire d'avoir recours à cette forme de réduction où on met entre parenthèses, avec un effort considérable, tout ce que nous croyons savoir du monde, et on essaie de regarder, d'accueillir ce que les autres sont en train de vivre. Donc, un peu comme Grivois, quand on est quelqu'un chez qui la psychose débute, on accueille la psychose qui débute. On ne se questionne pas sur à quoi c'est dû, etc. On écoute et puis on essaie de se saisir de ça qui est déjà apparu dans la culture, etc., dans la religion. Il y a des antécédents sur le plan culturel. Donc on essaie de comprendre ce qui se produit, de quel type d'événement il s'agit, et quel sens ça a. Et souvent, quand la personne se sent un petit peu comprise, quand on parle sa langue, on va dire d'une certaine manière, il y a déjà un contact qui s'établit. Là où on croyait que le contact est perdu, on arrive à retrouver un contact. On arrive à retrouver une... c'est un phénomène clinique, ça. Là, je reviens de la clinique pure. C'est surtout pour les jeunes, je veux dire, il faut... C'est une expérience que vous avez certainement faite, mais vous avez eu du mal à l'affirmer. On commence un entretien avec un patient, on ne comprend rien, et au bout d'une heure, on sort, parfois épuisé, mais on a l'impression de se comprendre vraiment. Et en fait, on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose, qui nous a dit des choses vraiment très importantes, qui étaient chargées de sens, qui étaient poétiques, qui étaient riches, etc. On a eu le sentiment de faire une expérience poétique, on a eu le sentiment de faire une expérience mystique, on a pu avoir le sentiment de ce que ça voulait dire être. Et que la personne se questionnait au travers de ces symptômes qu'on a oubliés comme étant des symptômes, et qu'elle se questionnait sur qu'est-ce que ça veut dire être. Et qu'est-ce qu'on partage justement avec cette question, qu'est-ce que ça veut dire être. Et quand on en arrive là, parce qu'on a passé du temps avec la personne, avec l'autre, et qu'on a fait cet effort, on est souvent épuisé. Mais en même temps, il s'est passé quelque chose pour nous deux. Et quelque chose qui s'est passé entre nous, eh ben, je crois que la phénoménologie, elle sait le décrire. Elle sait le dire avec des mots particuliers. Elle sait le comprendre. Et petit à petit, si vous vous intéressez à la phénoménologie, vous verrez que, en apprenant la phénoménologie, vous apprenez la langue, d'une certaine façon, de la psychose. Vous apercevez que vous apprenez à parler, à comprendre. De quoi on parle dans ces moments de l'espace partagé. Et qu'est-ce qui se produit? En fait, de quoi on parle? On parle de l'activité transcendantale, de l'énorme effort que ça peut être d'avoir tout le temps à être dans une activité transcendantale, parce qu'on est tout le temps contraint comme ça à faire de la philosophie, parce que le sens manque, de cette énorme difficulté de penser, de cette impossibilité de penser, dont il faut extraire une forme de pensée pour pouvoir extraire du sens, et que ça c'est un effort transcendantal considérable, qui justifie peut-être l'asthénie, qui justifie le fait que quand on sort d'un entretien comme ça, on est mort. Dans plein de sens du terme. Il y a quelque chose qui est apparu comme étant la mort dans l'âme, mais il y a aussi quelque chose qui est apparu de la fatigue, de l'extrême fatigue, de cet effort que c'est d'avoir à donner du sens là où habituellement le sens vient tout seul à un point tel qu'on n'y pense pas. D'avoir à penser des choses auxquelles on ne pense pas habituellement, c'est terriblement fatigant. Si vous n'avez pas tout à fait compris, je peux vous donner des exemples. Je me souviens d'un patient qui m'avait particulièrement marqué, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui avait assez peu de symptômes, mais qui passait le plus clair de son temps à faire des... Il était cyclotouriste. C'était un peu comme ça qu'il se définissait. Il faisait partie d'un club de cyclotourisme dans lequel il avait beaucoup de relations avec les gens, et il était photographe. Et en fait, il s'étonnait, il passait ses journées à s'étonner.
Et alors, il touchait une AH, les psychiatres qui rencontraient régulièrement lui prescrivaient un neuroleptique, qu'il ne prenait pas toujours. Et puis, lui, ce qui donnait du sens à sa vie, c'était d'essayer de faire l'effort de saisir pourquoi les choses durent. Et rien que cette phrase, essayer de saisir pourquoi les choses durent. Il faut avoir l'esprit tourné vers la philosophie pour se questionner là-dessus. Parce que zut, les choses elles durent, c'est tout. On n'a pas besoin de penser qu'elles durent pour qu'elles continuent à durer. Ça n'est même pénible que les choses durent par du temps. Donc, non. Là, la question, c'est pourquoi les choses durent. Et une fois, il avait fait une série de photos dans sa cuisine. Il n'avait pas fait la vaisselle depuis un certain temps. Et plutôt que de faire la vaisselle, il avait photographié les casseroles qui s'accumulaient dans l'évier, dans le truc avec la nourriture à l'intérieur. Et puis il montrait les photos, il disait, vous voyez, ça s'accumule. Eh bien, c'est riche, une révélation pareille. Ça prend énormément de sens. Et ça, c'est extraordinaire. Le même avait fait une fois des photos, c'était en automne. Il avait fait des photos, c'était très artistique en fait comme travail. Il avait fait des photos, il avait regardé de sa fenêtre, c'était une avenue bordée d'arbres, et les feuilles étaient tombées. Les feuilles tombaient, c'était en automne. Et de temps en temps, une voiture qui était sous des feuilles partait et laissait un espace vide, sans feuilles. Il faisait la photo aussi, il n'y a pas de feuilles. Ben oui, effectivement, c'est ce qui est étonnant. Cette capacité de s'étonner de l'espace et du temps, comme générateur de quelque chose, comme générateur de forme, etc. Et cette capacité donc de rester dans cet étonnement, c'est une capacité philosophique. Ça peut être lié, c'est sûr, à une expérience psychotique, mais pas forcément. Tous les psychotiques ne sont pas philosophes, et tous les philosophes ne sont pas psychotiques. Mais le lien, les ponts qu'on peut faire entre les deux sont très intéressants. Et c'est ce qui est intéressant pour pouvoir créer justement une psychopathologie phénoménologique. C'est de voir toutes ces dimensions dans lesquelles les personnes peuvent s'étonner parce qu'elles connaissent la psychose ou parce qu'elles rencontrent des personnes psychotiques, ou parce que c'est tout cet étonnement qui est un étonnement esthétique qu'il va falloir essayer de décrire avec des mots justes, des mots de philosophe. Parce que malgré tout, la philosophie, la phénoménologie en particulier, c'est une rigueur, c'est une méthode rigoureuse. Et c'est cette méthode rigoureuse de l'expérience qu'il va falloir essayer d'introduire, ce que Binswanger a cherché à faire. On va essayer d'aller un tout petit peu plus loin, parce que ça suffit pas. D'abord parce que je ne suis même pas arrivé à la moitié de ce machin. Et puis, il faut essayer que ça vous serve quand même. Donc dans le quart d'heure qui va suivre, ou les 20 minutes qui vont suivre, je vais aller un tout petit peu plus vite peut-être, et poser un petit peu plus de questions. Je pense que je vous ai fait vivre à peu près ce que c'était que la phénoménologie, que la psychopathologie phénoménologique classique, la plus classique. Mais ça suffit sans doute pas. Alors ça commence à être vraiment questionnant quand en 1927, alors je sais ça date, mais en 1927 sort Être et Temps, Sein und Zeit de Heidegger, et là pour Binswanger ça va être une totale révélation. Il va arrêter de travailler à partir de Husserl, il va se consacrer à la lecture approfondie de Être et Temps. Il va travailler pendant 1 an à peu près, et puis il va fonder sa propre méthode pour comprendre en fait l'expérience psychiatrique en s'inspirant de Heidegger, c'est-à-dire donc d'une théorie du Dasein, d'une pensée du Dasein, être là, présence, souvent comme on le traduit en français. Et il va donc créer cet avatar de la phénoménologie psychiatrique qui s'appelle la Daseinsanalyse. Et la Daseinsanalyse, c'est cette description des questions posées
par l'expérience psychiatrique, sur un plan philosophique, dans ce qu'elle va nous introduire à une certaine vérité de l'être. Le premier était de l'être de Husserl. Bon, vous savez certainement, parce que vous en avez entendu parler ainsi de suite, que c'était aussi un nazi, ou en tout cas que la question s'est posée, que en tant que personne, c'était pas un type très sympa. Il y a aussitôt qu'il fait son discours de rectorat et ainsi de suite, il fait virer Jaspers de sa chair, etc., parce qu'il était marié à une juive. C'est un salaud. Bon, très clairement. Pas qu'un salaud centré, c'est un pourri, quoi. Mais sur le plan philosophique, il est génial. Et ça interroge aussi. Donc, à ce moment-là, être étant, on n'a pas encore dit, ça ne se voit peut-être pas encore qu'il est nazi. Jaspers, c'est son ami d'ailleurs, ça verra. C'est par exemple Heidegger qui lui envoie sa maîtresse et son élève, Hannah Arendt, pour qu'elle fasse sa thèse avec lui, avec Jaspers, puis après il le vient. Enfin, vraiment, c'est pas un type sympa quand même. Donc, il est quand même génial, parce qu'il va se questionner à partir de Husserl sur comment on peut faire de la philosophie et qu'est-ce que c'est que l'être, quelle part de vérité peut être trouvée à propos de l'être, qu'est-ce que ça veut dire être. Et il va le poser en essayant au départ de montrer qu'en fait il y a un écart, il y a quelque chose qui est fondamental au départ dans l'être, pour pouvoir le saisir, pour pouvoir saisir cette part de vérité, la forme de la révélation de cette vérité, c'est qu'au fond, il y a une différence entre l'être et ce qui est. Que pour pouvoir savoir exactement ce que c'est que l'être, pour pouvoir le comprendre, il faut l'extraire de ce qui est. Et qu'en fait, c'est cette différence qui existe entre l'ontique, ce qui est, et l'ontologique, le sens de l'être, qui est porteur de vérité, ce dévoilement, donc, etc., qui suppose aussi qu'il y ait tout le temps le pardon, ce dévoilement de l'être à partir de l'étant, et ainsi de suite, c'est le propre de la pensée phénoménologique, mais c'est le propre de tout questionnement philosophique, d'un questionnement sur la vérité de l'être. Et à partir de là, on peut repenser toute la philosophie. C'est une rupture définitive, d'une certaine manière. Je pense qu'on ne pourra plus penser après Heidegger comme on pouvait penser avant lui. En tout cas, dans cet écart qui va se creuser au sein du sujet, qui est aussi un écart que découvre au fond d'une autre manière la psychanalyse, etc. Enfin, c'est énormément de choses que l'on pourrait discuter, mais qu'on pourra discuter si j'arrive à ne pas manger tout le dernier quart d'heure restant. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, il lit ça, ça le transforme. Et puis, dans l'être étant, il y a des analyses à propos du monde qui sont formidables. Il y a une description du monde vécu, il y a une description de qu'est-ce que ça veut dire être soi. Il y a un questionnement par rapport au lien qui existe entre être soi en propre et être soi-même comme tout le monde. Et être comme tout le monde, être on et être soi-même, c'est Heidegger qui, premier, assez clairement fait cette différence. Binswanger va se saisir de tout ça et se questionner l'expérience psychiatrique, etc., de ce point de vue-là. Et il va essayer donc de décrire, en fonction de ces existentiaux que sont le temps, l'espace. Il a pensé aussi à partir de l'angoisse. Heidegger a toute une conception de l'angoisse, cette vérité de l'être. Elle nous conduit à penser que nous sommes des mortels, cette angoisse de la mort qui donne quelque part cette idée de quelque chose que l'on a en propre. Au fond, la seule chose qui nous appartient vraiment, c'est notre mort. Et cette perspective-là, cette anticipation, le fait qu'on est jeté comme ça sur la Terre, et qu'on a un projet qui, de toute façon, va nous rapprocher de cette mort, que nous sommes les seuls à pouvoir en prendre, ce qui se révèle dans l'angoisse de Kierkegaard, au fond, qui le reprend, etc., qui est porteuse donc de la vérité de l'être, on retrouve ça dans l'expérience psychiatrique. Quand vous êtes, pour donner quelques exemples plus rapides, quand vous êtes avec une personne qui est en train de vivre une mélancolie et qui est dans un pur monde de néant, et pour qui la mort semble être déjà là,
le malheur déjà là, le fait que plus rien ne peut plus se répéter que comme ce qui a déjà été, que le futur ne peut être que châtiment, que l'ensemble de l'expérience n'est que faute, ainsi de suite, que culpabilité, et qu'au fond, le monde est déjà fini. C'est pas l'imminence d'une catastrophe, comme dans la psychose débutante dont je vous ai parlé, c'est que là, la catastrophe, elle a déjà eu lieu, et qu'elle est déjà là, et qu'il n'y a plus rien, que la mort. Quand on est confronté à cette angoisse-là, il y a quelque chose, certainement, de la vérité de l'être qui se révèle, et c'est pour ça que c'est aussi tragique d'être confronté à la présence mélancolique, d'être là dans un rapport avec un mélancolique pour qui il n'y a plus rien. Et cette question du néant, elle se pose aussi, et elle est aussi révélatrice de l'être. Et c'est en s'emparant de ça que Binswanger va fonder la Zeitanalyse. Il ne va pas s'intéresser qu'à la mélancolie, il va s'intéresser aussi à l'expérience que l'on peut vivre quand on est schizophrène, quand on se manque d'évidence, se manque de contact vital avec la réalité. Et il va le faire dans cette dimension, comme ça, dans l'étendue de la continuité de l'existence de quelqu'un, en essayant de comprendre comment c'est la dimension du projet, qui se révèle aussi dans la pensée des guerriers, qui est en cause, et comment, dans cette dimension du projet, on peut par exemple comprendre comment, avant que la personne tombe malade, il y a déjà quelque chose d'assez typologique, d'assez compréhensible possiblement par la façon dont l'existence a été vécue et construite par cette personne, et puis dans le style d'existence de cette personne, et puis comment, à la faveur de certains événements, il y a une déviance existentielle qui fait que, hop, quelque chose de délirant peut se produire, et sur quelle base. Il va décrire des cas comme ça, des cas cliniques, d'une façon assez anonyme. Ce qu'il entend décrire, c'est des Dasein, des présences, et il essaie de les décrire en fonction de la continuité de leur vie, et en même temps des moments de rupture. Par exemple, le cas Suzanne Urban, l'exemple un peu paradigmatique de ces analyses de cas en Dasein-analyse. Et vous ne pouvez pas savoir comme c'est éclairant lorsque l'on rencontre des personnes qui souffrent de moments psychotiques, combien les analyses que va faire Binswanger dans tous ces cas ont été, même sur le plan psychologique, vraiment lumineuses. Parce qu'on a le sentiment de comprendre en fait ce qui se passe. Je vais essayer de vous donner quelques exemples. Il y a un texte de Binswanger qui s'appelle « Trois formes de la présence manquée ». Ces trois formes de la présence manquée, c'est un bijou de psychopathologie parce que vous ne pouvez plus rencontrer des personnes délirantes de la même manière après l'avoir vu. Vous comprenez souvent comment toutes les germes, quelque part, du délire étaient déjà là, mais dans une personnalité normale, chez une personne, simplement. Et comment, à la faveur de situations, à la faveur de... les choses se mettent à flamber. Comment, par exemple, il peut y avoir un déséquilibre dans des directions anthropologiques, dans des directions de l'existence. La hauteur, par exemple, la verticalité de l'idéal. L'idéal, quand vous avez un idéal qui est très haut, ben, vous êtes un peu perché, vous avez envie de le rejoindre, mais tout ça peut coller, et puis il se passe un truc qui fait que cet idéal vous bloque. Vous ne pouvez plus continuer à monter, vous ne pouvez pas non plus rester là de façon éternelle. Vous êtes tenté par le suicide, par le fait de sauter, vous risquez la chute. Et quelque part, tous ces mouvements de l'existence qui sont révélés dans le délire, ben on les sent quand on rencontre quelqu'un. Je veux dire que ça permet d'accéder souvent au drame, à la tragédie de certaines personnes. Suzanne Urban, par exemple, donc la personne qui l'a décrite comme ça, la plus connue en France, parce qu'elle a été la première traduite. Suzanne Urban, c'est quelqu'un qui se marie avec son cousin et qui conçoit l'amour sous l'angle de la solidarité. C'est pas l'amour dans une espèce
mutualité, etc. C'est l'amour solidaire, l'amour familial, c'est l'amour de la famille, c'est très normatif d'une certaine façon. Elle se marie avec son cousin parce que ils se sont toujours connus, etc. Et ça forme un mariage à peu près heureux, parfaitement solide, conformiste, etc. Et puis, son mari tombe malade. Et on lui découvre un cancer de la vessie. Et l'urologue qui fait le diagnostic la première fois, il y a Suzanne Urban, il y a le mari qui est allongé, etc., qui vient d'examiner, puis derrière Suzanne Urban qui voit l'urologue faire derrière son mari une grimace. Il veut dire que le pronostic n'est pas bon, quoi. Donc il veut dire que certainement que c'est un cancer, etc. Il y a tout ça. Et le monde de Suzanne Urban, à ce moment-là, commence à s'effondrer. C'est-à-dire dans ce qu'elle appelle une pantomime de ce chirurgien, de cet urologue, elle voit émerger la possibilité d'une catastrophe, la mort, évidemment, la défaillance, le monde qui n'est plus familier, donc un monde qui devient hostile, et cette hostilité du monde va s'atmosphériser. Dans un autre temps prédélirant, c'est très fréquent que le moment de délire intervienne dans une espèce d'exaltation qui est une atmosphère. Il y a un moment où le délire s'atmosphérise à partir d'un thème. Et le thème de la terreur va donc être donné quelque part à l'expérience par cette pantomime du chirurgien. Et face à cette terreur, elle va totalement déborder. Ce thème va prendre son autonomie. Et son idéal familial, etc., va s'effondrer. Elle va même perdre le sens, pas simplement le sens commun, le sens moral d'une certaine manière. Elle va finir par se masturber dans sa baignoire, aux yeux de toute l'équipe infirmière, etc. C'est des choses qui sont impensables dans le contexte de cette personne. Ces phases, comme ça, successives, sont très bien décrites par Binswanger, et sur ce même modèle, il va décrire comment, au fond, quand une personne possiblement peut souffrir possiblement de ce type de défaillance transcendantale, il y a des moments clés, des situations clés où il y a une disproportion entre la hauteur de l'idéal. Si vous avez rencontré des personnes qui avaient une schizophrénie ou qui déliraient, vous devez voir combien ce sont souvent des gens idéalistes, combien ce sont souvent des gens dans l'abstraction, c'est ce qu'on décrit classiquement, mais plus profondément, je veux dire, ce sont des gens souvent qui ont des grandes valeurs, des valeurs assez hautes. C'est des gens souvent très loyaux, qui portent certaines valeurs très très haut. Et quand on porte des valeurs très très haut, et qu'on a une base d'expérience relativement étroite, ça s'effondre. Et le délire, la maladie, des symptômes, le fait de dérailler, d'être un peu à côté de ses pompes, d'être distort, etc., tout ça, ça apparaît quand il y a une sorte de disproportion entre l'étroitesse de la base de l'expérience et la hauteur de l'idéal. Bien, décrit comme ça, quand on fréquente des personnes qui ont une expérience psychiatrique, on s'aperçoit de combien c'est fréquent et combien ça aide pour pouvoir parler la même langue, pour pouvoir continuer à avancer ensemble. Et je pense que ça sert à ça. Dans ce sens-là, les gens qui ont suivi Binswanger, comme Blanquette-Vaux ou Tatossian, ont approfondi cette dimension-là de l'expérience. Et ils ont approfondi cette dimension-là de l'expérience soit en allant du côté transcendantal, soit en allant du côté de la description du monde. Et les analyses les plus pertinentes sont souvent posées autour du sens commun, autour de la compréhension de dans quel monde vit une personne. Pour essayer de la comprendre, en fait, on ne va pas essayer de comprendre la personne comme un ego psychologique, on va essayer de comprendre le monde dans lequel il vit. C'est aussi le monde dans le sens que lui donne le dernier Husserl. Le dernier Husserl se demande s'il est possible finalement de faire une réduction transcendantale. Et ce qu'il découvre, c'est surtout que
finalement, nous vivons tous dans un monde commun, un monde culturé, fait de la culture, cultivé, etc. Et on a aussi un monde propre, et qu'en fait, il y a énormément de mondes qui sont liés à des cultures différentes, etc. Il y a une diversité des mondes, mais ils sont tous formés de la même manière, comme une sorte de monde commun, qui est le monde dans lequel nous vivons. C'est le monde du vivre, dans lequel, en fait, nous faisons l'expérience de la vie. C'est notre monde quotidien, c'est le monde de la vie quotidienne. Il y a des gens qui vont, après Husserl, développer ce dernier Husserl, comme Alfred Schutz, ou Merleau-Ponty, ou à partir du corps, ou à partir du monde, etc. Il y aura une philosophie très très riche et productive, à partir de laquelle on peut penser la phénoménologie psychiatrique d'une façon très active, très différente, parce qu'elle va nous conduire à nous confronter au monde des personnes, et à la façon dont les personnes construisent leur monde. Et c'est à partir de ça qu'on peut faire vraiment une expérience psychiatrique qui libère. Et à partir de ça que l'on peut penser l'expérience véritable des personnes que nous rencontrons et des personnes que nous sommes, comme vivant dans un monde commun. Et pour finir, je vais dire 3 ou 4 mots de qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur le plan d'autres courants de la psychiatrie que la phénoménologie psychiatrique pure. Tout ce que je viens de vous dire a été repris assez souvent. Par exemple, le courant de la psychothérapie institutionnelle. Le courant de la psychothérapie institutionnelle, il s'est inspiré du marxisme, il s'est inspiré de la psychanalyse, mais il s'est inspiré aussi de la phénoménologie. Vous avez quand vous avez parlé de Toscaïès, je suppose que c'est Jacques Toscaïès qui est là aussi, voilà. Mais peut-être parler de François Toscaïès. Voilà. François Toscaïès, quand il a traversé, c'est l'inventeur, enfin, on va dire pour aller plus vite, de la psychothérapie institutionnelle. Il a passé les Pyrénées, dans son sac à dos, il avait 3 ou 4 bouquins. Il avait le bouquin de von Weizsäcker, qui était un bouquin, le cycle de la structure, c'est traduit comme ça, un bouquin de phénoménologie pure qui était traduit par Michel Foucault. Il s'est servi de la phénoménologie pour pouvoir comprendre ce qui se passait quand on était confronté à la psychose. Si dans la psychothérapie institutionnelle, où les gens ont été si proches finalement du devenir et du projet des patients psychotiques, si proches de la façon dont la culture pouvait influer sur les liens entre les personnes, s'ils ont été si proches de la notion de travail, d'argent, ainsi de suite. C'est pas simplement pour des considérations économiques liées au marxisme, c'est aussi parce qu'il y avait toute la dimension sociale, intersubjective, corporelle, la dimension mondaine, telle qu'elle était pensée par la phénoménologie. Et l'usage de la réduction. Toscaïès, c'est quelqu'un qui s'est servi de la réduction phénoménologique comme Jaspers, et qui a pu penser l'expérience psychiatrique en gardant une certaine distance, parce qu'il était passé par la réduction phénoménologique. La seule différence que vous verrez avec le courant suivant qui est l'antipsychiatrie, c'est que l'antipsychiatrie s'est servi de la réduction phénoménologique pour questionner l'existence même de la psychose. Et en se disant, mais finalement, est-ce que ça existe vraiment? On peut suspendre ces diagnostics, comme on suspend les symptômes, et qu'est-ce qui reste? Souvent il ne reste rien. Quand on suspend les diagnostics, on a affaire à des personnes, et puis ces personnes, ma foi, c'est peut-être la famille, quelquefois, c'est peut-être la société, c'est peut-être des sociétés tordues quand même, qui nous enferment dans des courants quand vous commencez à être à côté de la plaque, etc. On peut réduire tous les diagnostics psychiatriques en disant finalement qu'ils sont peut-être inutiles. C'est un peu la position de l'antipsychiatrie que j'ai caricaturée, parce que c'est pas tout à fait ça. Que je caricature beaucoup, mais c'est pour que ce soit clair. En tout cas, c'était la façon dont Toscaïès caricaturait l'antipsychiatrie. Les gens qui ont fait de la psychothérapie institutionnelle ont été farouchement contre l'antipsychiatrie. Ils étaient farouchement contre l'antipsychiatrie parce qu'ils disaient « Oui, mais la schizophrénie, ça existe. Ça se rencontre, ainsi de suite. La psychose, ça existe. Et réduisez, disait Toscaïès, mais pas trop. » Je pense que les mouvements syndicats des
hôpitaux, enfin, les psychiatres des hôpitaux et ainsi de suite, ont aussi beaucoup insisté pour dire que la psychose existait, parce que sinon les lits n'existeraient plus. C'était bien pratique quand même, mais bon, ça continue à être pratique dans ce sens-là. FO, etc. Pardon. C'est ce à quoi on est confronté. Je dirais qu'il y a un moment où la psychose, oui, ça existe, mais ça existe aussi parce que ça nous fait vivre, d'une certaine manière. Bon. Ça, c'est un point de vue plutôt antipsychiatrique. Pour continuer dans ce point de vue antipsychiatrique, le mouvement de l'antipsychiatrie. Le mouvement de l'antipsychiatrie, c'est franchement inspiré de la réduction phénoménologique. Basaglia, Franco Basaglia, donc en Italie, est quelqu'un qui a commencé par traduire Husserl. Et donc il y a des textes de philosophie pure qui sont traduits par Basaglia, et en particulier le côté phénoménologie transcendantale. Donc Basaglia réduisait les diagnostics sur la base de cette... si le diagnostic ne semblait pas si important par rapport à l'équation sociale, par rapport à la façon dont la psychose servait souvent d'alibi à une forme de pouvoir, c'est penser à partir de quelque chose qui philosophiquement est fondé sur la base de la réduction phénoménologique. L'antipsychiatrie de Laing, par exemple, qui est à la fois critique de Minkowski et en même temps assez inspirée par Minkowski, qui est inspirée aussi par Sartre, c'est une réflexion sur la mauvaise foi, le lien qui peut exister finalement entre la construction sociale et la maladie comme construction sociale, familiale, etc. Le fait que l'expérience rencontre souvent quelque chose qui apparaît comme un choix dans certaines situations données, et penser comme ça suppose que l'on réduit le diagnostic. Voir la catatonie, par exemple, le fait de la pétrification de la catatonie, comme il voit dans le moi divisé, quelque chose comme une forme de choix, c'est passionnant, c'est très intéressant. D'abord parce que ce sont parfois les catatoniques eux-mêmes, quand ils ont traversé leur période de catatonie, qui le disent. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois, ces choix faits par les phénoménologues révèlent des choses qui sont très souvent vécues par le patient, et quand on les a comprises, on peut les partager. On peut essayer de construire quelque chose à partir de ça. Alors, il y a l'antipsychiatrie comme ça, il y a des courants plus révolutionnaires. Et si vous prenez l'exemple de Frantz Fanon, et l'importance qu'a eu Frantz Fanon, en particulier aux États-Unis. Bon, la première fois que je suis allé aux États-Unis, je connaissais Frantz Fanon parce que ça m'avait intéressé, puis comme un de mes patrons s'y était intéressé, et puis j'avais été assez questionné par l'analyse en fait sartrienne qu'il faisait. Mais quand vous allez aux États-Unis, vous lisez Frantz Fanon, alors vous le trouvez dans toutes les bibliothèques, dans des bouquins de poche. Tout ça parce que ça a été à l'origine du Black Power, etc. Ça a été quelque chose qui a été réinscrit dans une lutte contre le colonialisme, contre la pensée en fait. Et c'est très intéressant de voir que là aussi, quelqu'un est passé par la phénoménologie pour remettre en question un ordre établi qui était finalement un ordre établi sur le plan théorique. Finalement, une façon de voir le monde, un système du monde inspiré par des théories préétablies. Alors si je vous ai parlé de tout ça, c'est parce que j'ai une certaine idée. Je pense que la phénoménologie, dans le monde psychiatrique actuel, c'est quelque chose qui peut être utilisé, réinterprété, certes pour critiquer le monde du DSM, mais aussi pour critiquer le monde des hard-doc qui lui fait suite, pour se questionner sur les classifications, bien sûr, etc. Mais plus encore, pour se questionner sur la façon dont les personnes actuellement peuvent reprendre à leur propre compte les catégories du DSM, ou les critiquer, ou s'y inscrire, ou les considérer comme faisant partie du monde, ou essayer de se servir de ces catégories pour comprendre le monde, ou essayer de les refuser et de se situer dans une typologie, mais dans tous les cas, essayer de faire avec la maladie en tant que personne.
Et donc, il y a une critique possible à partir de la phénoménologie qui ouvre à la psychiatrie communautaire et qui donc permet de penser des questions comme le rétablissement, des questions comme l'empowerment, à partir de la phénoménologie, à partir des processus de reconnaissance que va décrire la phénoménologie. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais ce serait une autre manière d'y arriver. À partir de l'espoir que portent les patients, à partir de la continuité qui pourrait exister dans leur existence, et rendre compte d'un projet de vie. Donc, rendre compte du temps, de l'espace, non pas pour les catégoriser en ayant la nostalgie des catégories déjà préétablies dans la psychiatrie classique, mais pour voir comment singulièrement, d'une façon toute singulière, chacun essaie de construire son espace, son temps, son ancrage dans la culture, sa participation au monde des autres, le fait de pouvoir le changer, etc. Tout un courant de la psychiatrie communautaire et du rétablissement est porté par des gens qui ont été inspirés par la phénoménologie. Aux États-Unis, par exemple, Larry Davidson, c'est quelqu'un qui a d'abord fait une thèse de philosophie parallèlement sur Husserl, justement. Larry Davidson, c'est un type psychologue qui était l'élève, l'ami de John Strauss, qui est un de ceux qui ont fait les premiers entretiens semi-structurés avec Carpenter, donc quelqu'un dans le monde de la psychiatrie qui était parmi les 10 ou 20 psychiatres mondialement connus, qui à un certain moment se questionne à une sorte de crise et se dit, mais dans toutes ces activités de recherche, de catégories, etc., où il est le patient? Je ne le reconnais pas. Je ne reconnais pas cette personne dont je suis censé parler. Je ne sais même pas dire qui c'est. Et ce questionnement à partir de qui c'est, reconnaître qui c'est, et reconnaître la personne dans sa singularité, il peut passer par la phénoménologie. La phénoménologie aide, d'une certaine manière, à décaper ce plancher sur lequel se construit la psychiatrie, pour pouvoir faire voir en fait les projets des personnes. Donc, certainement quelque chose qui est porteur de l'esprit du rétablissement. Et Larry Davidson, donc, a rénové tout le système psychiatrique de la Nouvelle-Angleterre, du NIMH, en fait, à partir du concept de rétablissement qui est issu de la phénoménologie. Aujourd'hui, il y a tout un mouvement de gens qui pensent à la phénoménologie et qui refont l'expérience psychiatrique, qui sont plutôt du côté de la santé mentale, de la santé publique, et dans une perspective communautaire, plutôt que du côté de la psychiatrie, comme faiseuse de catégories. Donc des gens qui essaient de penser du côté de la citoyenneté et de la façon dont les gens se réapproprient la citoyenneté. Dernier truc, et je vais m'arrêter là, mais le problème, c'est que ça aurait pu être la seule chose dont j'aurais voulu parler, c'est la question de l'hypernomie. Il y a eu un autre pan que l'on pourrait considérer aujourd'hui comme très politique, mais qui n'était pas au moment où il l'a créé, c'est celui où Tellenbach puis Krauss ont essayé de décrire, toujours dans cette même idée de la continuité, la personnalité des gens qui étaient susceptibles de faire des dépressions graves, de mélancolie. Et ces gens ont été décrits comme étant des gens très normaux. Si vous êtes très normal, vous avez quelque chance supplémentaire de faire une mélancolie un jour. Parce que vous n'allez pas pouvoir supporter des situations légèrement anormales, ou un petit peu de mauvaise foi, etc. Ça va vous faire plonger. Et donc, par exemple, un déménagement, une promotion, etc., ça va vous bloquer dans votre conception du temps et de l'espace, et puis vous allez vous effondrer. Et ces gens-là, donc, sont très attachés, ce type-là de personnes est très attaché à l'ordre, à la norme, à la famille, au travail, etc. C'est pas loin de travail, famille, patrie. Mais c'est, en tout cas, toutes les sociétés très conformistes reposent sur l'identification au rôle de certains de leurs citoyens. Plus il y a de gens qui s'identifient au rôle, plus les sociétés se construisent, deviennent fortes, etc. Et nos sociétés occidentales sont souvent quand même structurées comme ça. Et l'Allemagne, d'après la République de Weimar, était structurée comme ça.
et la France aussi, etc. C'était sur cette forme de conformisme et d'hypernomie. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont ce type de personnalité sont comme ça. Ça veut simplement dire qu'en fait, des personnalités qui peuvent être décrites comme des personnalités pré-pathologiques, quand on les voit dans l'ensemble de la construction du monde, comme des types, dans la diversité qui caractérise le fait que nous soyons justement forcément de plusieurs types, il y a quand même des types qui favorisent la construction de la société dans un certain sens. Et il faut des obsessionnels pour conserver la tradition. Il faut des hypernomiques pour que le monde réussisse économiquement, et ainsi de suite. Seulement, il n'en faut pas trop. Et quand on commence, comme notre société immédiatement présente, immédiatement actuelle en France, quand on commence à se retrouver dans une société hypernomique, ça se commence à sentir mauvais. Il faut se méfier. C'est dramatique. Et c'est dramatique pour des raisons politiques, mais je pense aussi pour des raisons existentielles. Il y a quelque chose de retour du conformisme qui est menaçant. Souvenez-vous, lorsque le président du Perchoir a dit au futur candidat à la présidence de la République, avant la première candidature de Sarkozy, il a dit « Soyez normaux, faites les courses ». Qu'on puisse conseiller ça à des hommes politiques, soyez normaux. Ça suppose, qu'ils ne le sont pas, ou pas assez, et deux, qu'il faut faire semblant de l'être pour pouvoir gagner du pouvoir. C'est certainement vrai, et c'est très problématique. C'est-à-dire qu'une société qui commence à penser comme ça, c'est une société qui est malade quant à son espoir, quant à ses possibilités de... Il y a quelque chose d'une pathologie du conformisme qui est en train de s'installer, et qui est tragique, et qui peut annoncer des choses terribles. Et donc il y a une dimension politique de cette anthropologie. Ce que je suis en train de dire là, c'est un couple entre guillemets, de philosophes et psychiatres. C'est Osborne Willins, c'est philosophe, Michael Schwartz est psychiatre. C'est quelque chose qui sont théorisés dans une sorte d'anthropologie générale qui reprend l'hypernomie du typus melancholicus décrite par Tellenbach et la perte de l'évidence chez Blankenburg, qui dit qu'au fait, il y a un équilibre dans chaque personne. Ça, c'est intéressant. Dans l'identification à la norme, on a une tendance à s'identifier plus ou moins à la norme et au rôle. Et puis il y a une autre tendance, on a une tendance plus ou moins forte à être soi-même, à être capable d'être soi-même de façon affirmative. Et dans notre existence, on est toujours un petit peu des deux. Mais quand on est trop hypernomique et pas assez capable d'être soi-même, on devient une sorte de conformiste, de pré-dépressif, de pré-mélancolique. On est capable de s'identifier tout à fait au bon citoyen, au bon père, au bon travailleur, etc. On n'est pas du tout un type ennuyeux, on est un type qui aime bien les plaisanteries, mais qui n'a aucun sens de l'humour, par exemple. Et on peut faire une mélancolie dans cette forme d'être. Et puis à l'opposé, quand on peut s'identifier à tous les rôles, mais qu'en fait on a une difficulté parallèlement aussi à être soi-même, vraiment, à s'identifier comme un soi-même, c'est un petit peu le monde de l'hystérie, d'une certaine manière, du théâtralisme, mais c'est aussi le monde politique. C'est ce monde-là, justement, auquel le président de l'Assemblée disait « Soyez normaux, faites les courses ». Lorsqu'il y a de tels déséquilibres, il y a vraiment un questionnement, à la fois sur le plan politique, il y a un questionnement sur le plan de la sécurité, il y a un questionnement sur le plan de la sécurité sur le plan existentiel. C'est à ce moment-là qu'on enferme les fous, c'est à ce moment-là qu'on crée de nouvelles lois sécuritaires. Tout ça, c'est très problématique, parce qu'au fond, phénoménologiquement, ça va ensemble. Donc il y a une dimension politique de la phénoménologie, certainement. Je vais m'arrêter.